Bonjour, je vais vous présenter les complications de la stimulation cardiaque à la fois sur le plan mécanique et sur le plan électrique. On va envisager dans un premier temps les complications précoces. Première complication, l'embolie gazeuse qui va survenir au moment où le malade va inspirer alors que la veine est ouverte, que ce soit une veine qui est ouverte directement lors d'une incision sur la céphalique ou un désilet qui va donc laisser passer de l'air dans la circulation veineuse. Ça va se traduire par un bruit de succion au moment où cela survient et la bulle d'air va pouvoir se voir en scopie sous la valve pulmonaire. Le plus souvent, si le volume aérien n'est pas trop important, la résorption sera spontanée, sans complications cliniques particulières, ce qui n'est pas le cas chez un patient qui aurait un shunt droit-gauche avec une possibilité d'expulsion de l'air dans le réseau artériel avec des complications dramatiques. Deuxième complication de la ponction sous-clavière, le pneumothorax, qui se traduit cliniquement par une douleur de l'épaule en général du patient, qui ne se voit pas en scopie péropératoire et qui souvent est une toute petite brèche au moment péropératoire qui risque de se compléter dans les 24 à 48 heures post-opératoires. Ça peut se traduire également au niveau de la cicatrice par un emphysème sous-cutané au moment où on fait le pansement, où on voit qu'il y a un craquement de la peau autour de la cicatrice qui traduit la présence d'air à cet endroit-là. L'hémothorax et l'hémobédiastin sont également liés à des ponctions sous-clavières compliquées. L'ensemble de ces complications peut nécessiter parfois un drainage, le plus souvent en post-opératoire et pas en péropératoire. Troisième complication, l'implantation d'une sonde dans les cavités gauches. Ça peut se faire soit parce qu'on met directement une sonde dans une artère sous-clavière dont on n'a pas fait de diagnostic de fonction chez un patient qui est très hypoperfusé, soit le plus souvent par le passage d'une sonde au travers d'une CIA. La sonde passe de l'oreillette droite dans l'oreillette gauche, puis dans le ventricule gauche du patient. Ça peut se diagnostiquer, mais pas toujours, par un trajet de sonde un peu particulier lorsque la scopie est de face, mais surtout ça peut se diagnostiquer par le tracé électrocardiographique du patient péropératoire en T1. Quand on stimule un ventricule droit dans la dérivation D1, le QRS est positif. Quand on le stimule un ventricule gauche, eh bien, il est négatif. Et ce sont ces paramètres dont on se sert lors de la stimulation multisite, mais qui doivent aussi être employés au moment des implantations de stimulateurs cardiaques double champ. Quatrième complication, la thrombose veineuse, qui est céphalique le plus souvent, parce que la veine céphalique est de petit calibre, qui peut, dans les suites opératoires, générer un gros bras, des douleurs et de la fièvre. Et donc, elle va justifier d'un traitement anticoagulant pendant 3 mois post-opératoire, avec un risque, bien sûr, de complications à type d'hématome de Lodge. Les troubles du rythme péropératoire, maintenant, les passages en fibrillation auriculaire sont assez banals lorsqu'on manipule des sondes dans l'oreillette droite. Les extrasystoles ventriculaires, surtout si elles sont bigéminées, après qu'on ait positionné une sonde dans le ventricule droit, doivent faire contrôler la position de la sonde et vérifier qu'elle n'appuie pas sur la tricuspide. Les troubles du rythme plus graves, TV ou FV, sont beaucoup plus rares, mais sont d'autant plus fréquents que les patients ont des fractions d'éjection basses, comme c'est par exemple le cas chez des patients à qui on va implanter un multisite. Et cela justifie que chez certains patients, le défibrillateur soit prêt et les patients soient patchés pour le cas où surviendrait une complication de ce type. Deuxième complication cardiaque, la systole, en particulier le bloc auriculo-ventriculaire complet au passage de la tricuspide. Ça survient chez des patients qui ont des conductions auriculo-ventriculaires et intraventriculaires altérées en général, un bloc de branche gauche, donc encore les multisites souvent. Ça peut également arriver chez un patient que vous implantez pour une maladie rythmique atriale avec une régularisation de la FA péropératoire et une pause sinusale. Et ça peut donc justifier chez certains patients que de l'Isuprel ait été préparé en attente et qu'il n'y ait plus qu'à ouvrir la perfusion pour récupérer une conduction chez des patients à risque. Troisième complication cardiaque, la perforation cardiaque par une sonde atriale ou ventriculaire. Le plus souvent au bloc opératoire, ça ne donne pas de tamponnade immédiate, mais ça peut favoriser un épanchement péricardique post-opératoire à surveiller.
Les complications maintenant qui sont liées au système de stimulation proprement dite péropératoire, la stimulation diaphragmatique ou phrénique. Une sonde ventriculaire droite positionnée sur le plancher du ventricule droit peut occasionner une transmission d'un flux au diaphragme et donc une stimulation diaphragmatique. Au niveau d'une sonde atriale droite en position latérale, on peut stimuler le phrénique droit et bien sûr les sondes ventriculaires gauches qui sont implantées dans le sinus coronaire peuvent stimuler le phrénique gauche. D'où l'intérêt des tests des sondes à forte énergie au bloc opératoire. Déplacement de sondes maintenant. Ces déplacements péropératoires sont moins importants avec les sondes à vis qui sont utilisées majoritairement en France maintenant, mais pas dans les autres pays qu'avec les sondes à barbillon, et sont suggérés par des défauts d'écoute ou d'entraînement ou par des troubles du rythme, en particulier ventriculaire. Une sonde qui flotte peut taper sur l'infundibulum pulmonaire, cogner l'infundibulum pulmonaire et générer des troubles du rythme ventriculaire. Et ça doit donc les faire suspecter et générer un repositionnement de sonde. Maintenant, les complications périopératoires qui sont liées au système de stimulation. Il peut y avoir des élévations de seuil de stimulation ou de détection en l'absence de déplacement par réaction inflammatoire. Cette réaction inflammatoire qui est liée aux sondes à vis qui sont intrusives dans le myocarde sont très précoces parfois dans l'oreillette, surviennent dans les heures où le J1 post-opératoire et vont donc générer des défauts de fonctionnement de la sonde. S'il n'y a pas de déplacement, on peut tenter un test thérapeutique avec des corticoïdes pour voir si ça peut diminuer la réaction inflammatoire et éviter un replacement du sonde et donc un retour au bloc opératoire du patient. Ces élévations de seuil sont plus tardifs pour les sondes ventriculaires et vont survenir en général à J8, J10 post-opératoire. Et ça justifie qu'on laisse des sorties un peu élevées au boîtier des patients chez qui on vient d'implanter des sondes justement pour couvrir la période post-opératoire avec élévation de seuil et être sûr que la stimulation sera correctement délivrée. Ça peut également, ces élévations de seuil de stimulation et de détection, être générées par un défaut de contact de la sonde au niveau du boîtier, soit par un mauvais vissage de la sonde, soit pour des patients qui auraient une stimulation réglée sur le mode monopolaire, par un défaut de contact du boîtier avec le tissu sous-cutané généré par un hématome ou par une poche d'air dans la loge. Dans ce cas, le fait d'appuyer sur la loge va permettre un nouveau contact du boîtier avec le tissu sous-cutané et faire remarcher la stimulation. Le traitement de ça, c'est bien sûr de régler la stimulation sur le mode bipolaire si la sonde est bipolaire. Ça peut être d'évacuer l'hématome ou la poche d'air. Et ça peut être aussi également de réaliser un compressif assez musclé pour forcer le boîtier à être en contact avec le tissu sous-cutané en attendant que la poche, soit d'hématome, soit d'air, se résorbe de façon spontanée, sans réintervention. Complications locales périopératoires, l'hématome qui va favoriser une infection et qui survient majoritairement chez des gens sous antiagrégants ou sous anticoagulants et en particulier les HBPM. Ça justifie que maintenant, pour les patients qui sont sous AVK, on ne fasse pas de relais des antivitamines K, qu'on diminue simplement un peu leur dose pour permettre une intervention sans relais. Pour les AOD, les protocoles de relais sont locaux majoritairement. Il n'y a pas de protocole systématique. L'interruption, la durée d'interruption et la reprise des AOD va dépendre du risque embolique du patient, bien sûr. Le pansement compressif limite les risques d'hématome et les réinterventions seront à discuter en fonction de la menace que représente l'hématome de la peau, en sachant que le fait de réintervenir génère un surrisque, bien sûr, infectieux également. Stimulation pectorale, maintenant, elle survient en stimulation unipolaire parce que le boîtier est un des pôles de la stimulation et rentre en contact avec le muscle sous-jacent. Le traitement, c'en est de régler la stimulation sur le mode bipolaire si la sonde est bipolaire ou de diminuer l'amplitude de stimulation. Un petit mot maintenant sur une stimulation pectorale qui surviendrait chez un boîtier dont la stimulation a été réglée sur le mode bipolaire. Elle va faire suspecter une fuite de courant, soit la vis du boîtier n'est pas étanche, et donc la stimulation est transmise par ce biais-là, soit elle traduit une lésion de l'isolant de la sonde, en particulier à la sortie du boîtier, et peut justifier d'une réintervention.
Autre complication locale, c'est l'infection. En post-opératoire immédiat, les infections sont liées le plus souvent au staphylocoque doré. L'infection, qu'elle soit locale ou générale, va imposer le plus souvent le retrait du matériel, la mise en culture, bien sûr, et une antibiothérapie. Les mesures préventives sont donc essentielles, avec antibioprophylaxie dans les temps, c'est-à-dire avant l'incision au bloc, préparation locale avec tonte, vérifier le nombre de personnes et les entrées et sorties de salle qui favorisent les infections, le lavage des mains bien sûr, et surtout la durée d'intervention qui est un facteur d'infection reconnu. Les complications tardives maintenant. Au site d'implantation, on peut voir des migrations de boîtiers qui descendent vers le sein ou migrent vers l'aisselle. C'est souvent favorisé par une loge qui est trop grande. Au moment d'un changement de boîtier, on remplace un ancien boîtier volumineux par un boîtier plus petit. Ça peut justifier parfois de fixer les boîtiers dans les loges, ce qu'il faut toujours faire en rétropectoral parce que la migration d'un boîtier rétropectoral va gêner beaucoup une réintervention ultérieure. Extériorisation, maintenant, la question va toujours être de savoir si l'extériorisation est de type mécanique par un angle du boîtier saillant ou lié à un amaigrissement du patient ou si ça traduit une infection torpide. Il faut toujours réintervenir sur une menace d'extériorisation avant l'extraction de la peau. Quand la peau est ouverte, on considère qu'il s'agit d'une infection de façon systématique. La réintervention, ça va être un réenfouissement, des prélèvements bactériologiques et éventuellement l'implantation d'un filet avec antibiotiques et une reposition dans une autre loge. Voilà un exemple de menace d'extériorisation de la peau à cet endroit-là. La peau est très fine, collée contre le boîtier. Et donc ça, on peut considérer qu'il s'agit d'une menace d'extériorisation et réenfouir le boîtier. Dans ce cas-là, la peau est ouverte et donc il s'agit d'une infection de boîtier. Le traitement va être d'une extraction du matériel. Les complications tardives maintenant par infection justement au site du matériel, ces complications peuvent être très tardives même si elles sont liées à l'intervention après le geste, un changement de boîtier par exemple. Ça peut survenir plusieurs années après le geste s'il s'agit d'un germe déficient de type Cutibacterium acnes ou un staphylocoque blanc. Les infections peuvent être également liées à une contamination d'une bactériémie lors d'une bactériémie. Le risque de ces infections il est majoré par le nombre de sondes et le nombre d'interventions qu'a subi le patient. Les staphylocoques en particulier ont un tropisme particulier pour le matériau des sondes et une septicémie, même avec une autre porte d'entrée chez un porteur de stimulateur cardiaque, doivent faire suspecter une greffe bactérienne. La guérison de ces infections, c'est toujours l'extraction de tout le matériel et la réimplantation avec les risques qui y sont liés. Il y a quelques rares cas où on ne peut pas réopérer les malades qui sont trop fragiles et où on se contente d'une antibiothérapie au long cours avec conservation du matériel. C'est jamais curatif et ça risque de sélectionner des germes résistants. Mais parfois, on n'a pas le choix compte tenu du risque du patient. Autre complication au site d'implantation tardive, c'est la thrombose veineuse tardive. Ce sont des thromboses qui surviennent à bas bruit et sont suspectées par une circulation veineuse collatérale alors que les patients ne se plaignent pas particulièrement d'une douleur du bras. Ces circulations collatérales surviennent en regard du boîtier ou de l'épaule et elles traduisent donc une perte du capital veineux avec une occlusion, soit d'une veine sous-clavière, soit du tronc veineux illuminé et sont donc à considérer avant un nouveau geste de façon à pouvoir envisager une autre alternative si on a une sonde à ajouter. Elles peuvent donc nécessiter une phlébographie, elles peuvent nécessiter aussi une dilatation veineuse et parfois des dilatations répétées parce qu'il y a un fort taux de récidive, en particulier chez des patients qui auraient été implantés de façon bilatérale et qui peuvent avoir des syndromes cave supérieure avec des sondes restantes et une sténose de la veine cave supérieure qui va nécessiter des dilatations récidivantes. Il faut bien sûr éviter un stenting sur des sondes en place et il y a de rares cas où on est obligé de retirer des sondes de pacemaker, de stenter les veines et de réimplanter les patients après. Autre complication tardive, l'élévation des seuils de stimulation et de détection sur des pacemakers. Ça peut survenir soit sur une pathologie aiguë du myocarde, type myocardite,
infarctus, acidose en particulier chez des patients au diabète décompensé ou sous traitement médical. Ça peut également traduire une fibrose en bout de sonde ou une lésion d'une sonde, d'isolant ou de la sonde, d'où l'intérêt de la télésurveillance des patients. Sur cette diapositive, vous voyez deux exemples de défauts de fonctionnement. Ici, un défaut de détection du ventricule sur un stimulateur qui est réglé sur le mode VVI. Ce ventriculogramme-là n'a pas été détecté et induit donc une stimulation par le boîtier, avec un risque parfois qu'une stimulation soit délivrée sur le sommet de l'onté et génère un trouble du rythme. Dans ce cas ici, vous voyez un défaut d'entraînement d'un boîtier. Vous voyez qu'il y a des spikes de stimulation qui sont compétitifs avec le rythme heureusement sinusal normal du patient, qui traduisent un défaut d'entraînement auriculaire ou ventriculaire. Le déplacement tardif des sondes, maintenant, peut survenir avec des sondes qui sont à vis, donc avec une extrémité pointue, lorsqu'elles talonnent dans le cœur, c'est-à-dire qu'il y a une boucle de la sonde qui va appuyer sur une paroi contractile. Le prototype, c'est la sonde ventriculaire à vis qui n'est pas implantée dans le septum ventriculaire, mais sur une paroi libre, avec une sonde dont la boucle va appuyer sur la paroi de l'oreillette. Et donc, chaque contraction auriculaire va appuyer sur l'extrémité de la sonde et qui peut la faire donc avancer progressivement en intrapéricardique, puis en intrapulmonaire. En général, il n'y a pas de tamponnade à ce moment-là, puisque la sonde qui avance occlut la perforation. En revanche, le risque, c'est le défaut de fonctionnement du matériel. Et puis, le risque de tamponnade surviendra au moment où on va retirer la sonde. Un cas particulier, celui du Twiddler syndrome, où les sondes se décrochent et remontent progressivement dans le circuit veineux par retournement du boîtier répété dans la loge qui est trop large et favorisé par les manipulations du boîtier. D'où l'intérêt de la télésurveillance qui va montrer des défauts de détection et d'entraînement du stimulateur cardiaque. Voilà le cas d'un Twiddler syndrome chez un patient. Vous voyez ici les sondes à J2, les sondes auriculaires et ventriculaires sont implantées de façon correcte. Et à J15, on voit la sonde ventriculaire qui est remontée dans l'oreillette, alors que la sonde atriale, elle, est autour du boîtier avec tout un tortillon de sondes autour du boîtier. Les complications tardives au niveau des sondes, ça peut être des ruptures d'isolant qui sont suspectées sur une chute d'impédance ou une élévation des seuils de stimulation ou sur une stimulation musculaire pour un stimulateur cardiaque qui serait programmé sur le mode bipolaire. Donc la conduite à tenir va dépendre de la stimulodépendance du patient, de la consommation que cela génère, et le traitement curatif, bien sûr, ne peut être que de changer la sonde, c'est-à-dire le plus souvent d'en rajouter une. La rupture de conducteur, maintenant, c'est une rupture du fil métallique, des fils métalliques de la sonde, qui peut être intermittente simplement liée à la position de la sonde, qui parfois peut être en contact. Les deux morceaux défaillants peuvent être parfois en contact et parfois pas, et donc générer uniquement des défauts d'entraînement intermittent. D'où l'intérêt des mesures des manœuvres d'abduction contrariée ou de manipulation du boîtier, puisque les zones fragiles sont soit au niveau de la ponction sous-clavière, le plus souvent, soit au niveau de la sortie de connexion des sondes au niveau du boîtier. Un petit focus sur les sondes épicardiques qui sont fragiles, et donc elles doivent être particulièrement surveillées au long cours, avec des risques de fractures qui ne sont pas tout à fait négligeables. Maintenant, les complications électriques tardives, ça peut être des surdétections dans une cavité, dans l'oreillette comme dans le ventricule. Ça va induire des faux diagnostics de troubles du rythme, mais dans le ventricule en particulier, ça va inhiber la stimulation, comme c'est le cas ici. Vous voyez, on voit très bien les spikes de stimulation, il n'y en a aucun qui est délivré ici. On voit une trémulation de la ligne isoélectrique, ce qui traduit une surdétection, ce qu'on voit parfaitement ici au niveau des marqueurs d'événements du boîtier, où l'appareil détecte faussement des potentiels à la fois d'ailleurs sur le plan auriculaire et sur le plan ventriculaire, et va donc inhiber la stimulation, ce qui représente un risque d'asystolie chez un patient stimulodépendant. Les interférences électriques, maintenant, elles sont peu importantes dans la vie quotidienne, que ce soit le téléphone portable qu'on demande de ne pas laisser ouvert dans une poche juste en regard du boîtier, les portiques anti-vol dans lesquels on demande aux patients de passer sans stationner,
ou la soudure à l'arc qui peut représenter un risque de dysfonctionnement de stimulateur. Elles sont en revanche beaucoup plus importantes dans l'environnement médical des patients, avec l'utilisation du bistouri électrique, les IRM, les chocs électriques, la lithotripsie et la radiothérapie. Tous ces risques doivent être estimés au cas par cas avec un avis spécialisé, un contrôle, éventuellement un réglage du stimulateur cardiaque si besoin. Toujours se souvenir qu'un stimulateur cardiaque fonctionne sur le mode asynchrone sous aimant, c'est-à-dire qu'il va perdre son écoute et que ça peut être un moyen de limiter des risques de surdétection au moment d'un acte particulier. Dernière chose, la réponse inadaptée à un trouble du rythme. Toujours se souvenir aussi qu'un stimulateur cardiaque ne détecte et ne va donc se régler ou traiter ou enregistrer que ce qu'il voit. Et donc, des fibrillations atriales ou des tachycardies atriales mal détectées ne vont pas entraîner ne vont pas entraîner de repli et vont donc favoriser un mauvais fonctionnement du stimulateur. De même, une tachycardie ventriculaire qui est lente ne sera pas vue et donc il ne faut pas s'attendre à trouver des événements dans les mémoires de l'appareil. C'est le cas ici où vous voyez un enregistrement d'un défaut de repli de stimulateur cardiaque sur une tachycardie atriale qui a été mal vue. Si on regarde rapidement le tracé, on peut avoir l'impression ici que l'onde P est sinusale et que le spike ventriculaire est délivré à bon escient, alors qu'à d'autres endroits, on voit bien qu'il y a plusieurs auriculogrammes, et c'est ce que montrent aussi les mémoires du stimulateur, les EGM du stimulateur, qui retrouvent des oreillettes en période réfractaire, mais c'est une tachycardie qui est relativement lente au niveau des oreillettes, et donc certains auriculogrammes sont considérés comme sinusaux et génèrent une stimulation plus rapide qu'elle ne le devrait sur une stimulation physiologique, donc par défaut de repli. Maintenant, plusieurs types de tachycardie, de troubles de fonctionnement du stimulateur qui sont liés à des fonctionnements électriques inadaptés. La tachycardie par réentrée électronique, c'est une tachycardie qui est induite par le fait que le patient présente une conduction rétrograde ventriculo-auriculaire spontanée. Le stimulateur cardiaque va détecter une oreillette, va enclencher un délai auriculo-ventriculaire, va stimuler le ventricule du patient. La conduction rétrograde ventriculo-auriculaire va faire détecter à nouveau une oreillette au niveau du boîtier et entretenir une tachycardie dans laquelle les oreillettes sont détectées et les ventricules stimulés. Le déclenchement de ces troubles de rythme est favorisé par les extrasystoles atriales, les ESV, les défauts de détection ou de stimulation de l'oreillette, des absences d'extension de PRAPV après des extrasystoles ventriculaires ou après apposition de l'aimant, des délais auriculo-ventriculaires programmés longs. La plupart des stimulateurs cardiaques diagnostiquent eux-mêmes les tachycardies par réentrée électronique, les arrêtent et parfois reprogramment leur délai auriculo-ventriculaire pour les prévenir avec un message lorsque vous interrogez le boîtier, mais pas tous. Et donc il faut penser qu'il peut y avoir des tachycardies par réentrée électronique si les patients ont des palpitations et qu'on ne trouve rien dans les mémoires du stimulateur. Et enfin, le moyen d'arrêter une tachycardie par réentrée électronique, si vous en déclenchez une au moment où vous faites un test de seuil, eh bien, c'est de faire fonctionner le stimulateur de façon asynchrone, donc avec un aimant, puisque ça va éviter la détection de l'oreillette rétrograde. Alors voilà un exemple de tachycardie par réentrée électronique qui débute ici sur ce tracé et qui s'arrête ici. Quand on regarde l'électrogramme endocavitaire, on voit qu'il y a ici une oreillette qui est détectée, une stimulation ventriculaire qui induit une oreillette rétrograde, une stimulation ventriculaire et ainsi de suite. Cet appareil qui est doué d'un système qui permet d'arrêter les tachycardies par réentrée électronique, le stimulateur cardiaque ne va pas stimuler sur cette oreillette qu'il considère comme suspicieuse, va stimuler après, et donc il va stimuler après, et donc il va arrêter la tachycardie par réentrée électronique et emporter le diagnostic. Deuxième type d'interférence qui peut arriver, c'est l'écoute croisée. L'écoute croisée, elle est favorisée par la programmation d'une sensibilité élevée sur une sonde, et cette sonde qui a une sensibilité élevée va diagnostiquer le potentiel de l'autre sonde. Donc dans l'écoute croisée ventriculo-atriale, la sonde atriale va écouter le potentiel ventriculaire, ce qui fait qu'un stimulateur qui devrait se recycler son cycle normalement sur des potentiels auriculaires va le recycler sur des potentiels ventriculaires. Ça va donc donner comme conséquence une fréquence de base du stimulateur qui est inférieure à la fréquence programmée. Au niveau d'une écoute croisée atrio-ventriculaire, le risque
majeur, c'est que le potentiel de l'oreillette qui est dépisté par la sonde ventriculaire, comme qu'il interprète comme un potentiel ventriculaire, inhibe la stimulation et donc induise une asystolie. Normalement, c'est prévenu par le blanking, mais s'il y a un potentiel atrial tardif après le blanking, il y a un algorithme qui s'appelle la stimulation en fenêtre de sécurité qui va forcer une stimulation ventriculaire avec un délai auriculo-ventriculaire court à la fin du blanking, de façon à éviter comme ça qu'une écoute croisée induise un défaut de stimulation du canal ventriculaire. Voilà des exemples d'écoute croisée auriculo-ventriculaire. Dans cet exemple ici, vous voyez que la stimulation atriale qui est marquée par le sigle A est suivie immédiatement, donc en fin de l'oreillette, par un marqueur R, qui est donc la détection du potentiel atrial par la sonde ventriculaire. Heureusement, le patient n'est pas stimulodépendant et le deuxième marqueur R correspond à son ventriculogramme spontané. Dans ce cas-là, le patient est stimulodépendant et vous voyez que la détection du canal atrial ici est suivie, alors qu'il n'y a pas de ventriculogramme, par un marqueur ventriculaire enregistré par le boîtier, et donc ça peut effectivement induire une asystolie. Et donc ces asystolies sont prévenues par les stimulations en fenêtre de sécurité, dont vous voyez un exemple ici, où une suspicion par l'appareil de détection par le canal ventriculaire d'un potentiel tardif atrial est combattue par une stimulation ventriculaire avec un délai auriculo-ventriculaire très court, comme on le voit ici. Maintenant, les complications tardives électriques qui sont liées aux déplétions de batterie et aux mutités sont maintenant extrêmement rares dans les stimulateurs cardiaques. Toujours se souvenir qu'en fin de vie des batteries, la courbe de la batterie suit une courbe exponentielle, et n'est pas linéaire mais exponentielle, et donc doit justifier des contrôles plus rapprochés, d'où l'intérêt de la télésurveillance pour surveiller la fin de vie de batteries d'épi. Les mutités des stimulateurs cardiaques qui étaient assez fréquentes avec les premières générations, c'est-à-dire la panne complète de l'appareil, qui a donc des conséquences dramatiques, sont maintenant exceptionnelles. En résumé, on peut dire que maintenant, il y a très peu de pannes de batterie et des longévités des boîtiers qui sont croissantes, qui fort heureusement limitent les risques de réintervention, mais que les sondes restent le point faible des systèmes de stimulation, avec en particulier des risques d'infection, des risques de thrombose, des risques de fracture, et donc représentent des risques lors des extractions de matériel, d'où l'intérêt des stimulateurs sans sonde, dont la technologie évolue tous les jours et qui n'est encore pas aussi opérationnel que les stimulateurs endocavitaires, mais qui va progresser, et surtout l'intérêt de la télésurveillance des stimulateurs pour dépister des défauts de fonctionnement qui signent les complications de post-opératoires, qu'elles soient précoces ou tardives. Je vous remercie.